Bonjour à tous, je m'appelle Marine Cailleul, je suis infirmière de formation, je suis en couple, je suis maman de 2 enfants et aujourd'hui particulièrement je vais vous parler du cycle de la femme et de ce qui peut arriver dans notre ventre en tant que femme. On va parler fausse couche et on va parler de toute la dimension émotionnelle qu'il y a autour de ça et qui est très peu prise en compte aujourd'hui. D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait des années, maintenant, ça fait 7 ans maintenant que j'accompagne les femmes à se libérer des kilos émotionnels et vraiment où je mets, comme vous l'aurez compris, libération des kilos émotionnels, je mets vraiment l'accent sur le fait de faire circuler l'émotion et de la digérer, de s'en libérer pour justement éviter qu'elle gangrène dans le corps sous tous les symptômes possibles et imaginables, que ce soit par le poids, le manque de confiance, d'estime et d'amour de soi, des petits mots MAUX, des maladies ou autres, enfin bon, peu importe. J'accompagne vraiment depuis 7 ans les femmes à juste reprendre conscience de ça, de leur pouvoir et que justement en faisant circuler l'émotion dans le corps, on arrive à se libérer et à être beaucoup plus sereine, libre et légère dans tous les sens du terme. J'ai vécu en tant que femme 2 fausses couches, un avortement et j'ai eu aussi mes 2 enfants. De manière chronologique, ça s'est passé plutôt comme ça. Donc j'ai déjà fait une première fausse couche, c'était un œuf clair, pour celles qui connaissent pas, parce que moi à l'époque je connaissais pas, même si j'étais infirmière, du haut de mes 24 ans. Un œuf clair, c'était, et c'était les mots de mon gynécologue de l'époque, une incompatibilité entre l'ovule et le spermatozoïde, qui fait qu'il y a pas d'embryon en fait dans l'ovule. Les annonces faites aux femmes dans ces moments-là, et je crois que c'est assez unanime, que c'est très peu considéré. Comme si, en fait, c'était normal, une femme sur 3 fait une fausse couche et c'est normal. Eh bien, sachez en tout cas que dans nos cœurs, à partir du moment où on a voulu notre enfant, à partir du moment où on a fait pipi sur le bâton dans les toilettes, on l'aime déjà, notre enfant. On l'aime. Et du coup, quand on nous annonce quelque chose comme ça, on vit un deuil, clairement. On vit pas un deuil comme, un parent qui perd son enfant, dans des circonstances, voilà, qui un enfant vivant, qui est là, qui a grandi, qui a vu grandir, avec qui il a créé des liens et tout ça. Mais il faut pas non plus balayer ça d'un coup de main, parce que dans le cœur d'une femme, si elle a voulu cet enfant, elle l'aime déjà. Donc toutes ces projections qu'elle a vis-à-vis de ça, que nous avons, que j'ai eues, elles peuvent pas être balayées. Ça prend du temps. Ça vous demande de guérir émotionnellement de ces fausses couches. Et je pense aussi à toutes les femmes qui essayent de tomber enceinte, qui essayent d'avoir des enfants depuis des années et qui essayent et qui chaque mois espèrent et qui chaque mois vivent des tempêtes émotionnelles. Donc je pense à vous aussi. Et après ma première fausse couche, j'ai eu mes 2 enfants, avec, une session postpartum pour ma deuxième qui était assez traumatique, puisque j'ai fait une hémorragie postpartum, j'ai perdu quasiment 2 litres de sang, hem, pour des raisons, médicales, de fibromes et cetera. Bon, voilà, c'est très particulier, hein, c'est au cas par cas, pas besoin d'avoir peur, parce que le 1er de tout s'était très bien passé et ensuite, 1 an après ma deuxième, j'avais pas le droit de mettre de stérilet par rapport à justement ce fameux fibrome que j'avais et je suis tombée enceinte accidentellement et là, physiquement, mentalement, émotionnellement, je n'étais pas prête du tout à accueillir mon 3e enfant et l'avortement, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo ou d'un autre podcast. C'est encore autre chose à vivre.
Et ça a été aussi très dur. Très, très dur de dire non à la vie, de dire non à un de ses enfants. Très dur aussi. Et ensuite, donc j'ai eu une pause de stérilet enfin, au cuivre et je suis tombée enceinte sous stérilet. Donc ce sont des choses qui arrivent aussi malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent et c'est bizarre parce que je vous parle maintenant et aujourd'hui suite à ma fausse couche. Du coup, ma 5e grossesse. Parce qu'en fait, cet enfant, au fond de moi, aujourd'hui, je le désirais très fort. Et le mois dernier, j'ai eu cette pensée de me dire: «Et si je tombais enceinte sous stérilet? Qu'est-ce qui se passerait?» Et c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut prendre conscience à quel point nos pensées créent notre réalité. Le mois d'après, retard de règles et j'avais tous les symptômes et là, je me suis dit: «Quand même, c'est fou, pas sous stérilet quand même». Même si je l'ai pensé, j'ai eu quand même cette phase un peu de culpabilité à me dire: «Quand même, même si je l'ai pensé». Ben oui, même si je l'ai pensé, c'est arrivé. C'est arrivé, je fais pipi sur le bâton et je vois les 2 traits qui apparaissent tout de suite et là, quelque part, je sais que mon conjoint n'en voulait pas. Moi, je sais que j'en veux. Je veux vraiment ce 3e et il est venu remettre en perspective un peu tous nos projets au sein de la famille et mon futur mari, c'est quelqu'un de très doux, très ouvert, très compréhensif. Il sait que ce qui se passe dans mon corps, ça me regarde, qu'il a bien sûr son mot à dire parce que c'est lui le père, c'est lui, qui élève nos enfants, enfin qui élève mes enfants avec moi, mes enfants, nos enfants ensemble, enfin bon, vous avez compris. Et bien sûr qu'il a son mot à dire, mais il me laisse en fait vraiment «le dernier mot» entre guillemets, parce que c'est mon corps et il considère du coup que c'est mon choix. Et pour ça, j'ai beaucoup d'amour pour cette manière de faire et de penser. Donc je lui dis à quel point je veux le garder. Et là, s'en est suivi une série de consultations médicales dramatiques. Je suis là aussi un peu pour dénoncer finalement ce manque d'empathie, ce manque, étant moi-même infirmière, je suis quand même assez abasourdie de ce que j'ai vécu. Heureusement que pas tout le monde évidemment est comme ça, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il faut que les femmes puissent parler, il faut que les femmes puissent avoir un espace pour faire leur deuil. Il faut que les femmes sachent qu'est-ce qui se passe en fait. Quand on fait une fausse couche, personne ne vous explique ce que physiquement il doit se passer. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal? Est-ce que personne ne nous explique? On est dans l'ignorance la plus totale avec ces médicaments à faire chez soi et parfois toute seule. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous en parler et en tant qu'infirmière, parce qu'on a quand même un rôle de prévention et d'éducation à la santé aussi, mais surtout en tant que femme et en tant que mère et et donc s'en est suivi j'ai vu 4 gynécologues différents en une semaine puisque j'ai appelé les urgences. Donc sachez qu'ils ne considèrent pas vraiment que c'est une urgence quand, c'était sur un week-end en plus. Je voulais juste me faire retirer le stérilet et puis en fait, il faut savoir aussi qu'il y a différentes écoles, différentes manières de penser. Peut-être que vous êtes pas obligé de se retirer le stérilet parce qu'il y a un risque de fausse couche. Ça, vous voyez vraiment avec vos médecins et vous choisissez en votre âme et conscience. Moi, j'ai préféré retirer mon stérilet. C'était mon choix. Donc j'ai vu, le 1er médecin, aux urgences, et parce que j'avais vraiment le désir de garder cette grossesse-là. Donc c'est vrai qu'ils donnent tout pour préserver la grossesse, les médecins. Par contre, voilà, c'est vraiment génial. Le 1er que j'ai vu, en tout cas, c'était top. Donc il m'explique, que, il va retirer le stérilet, mais que là, il ne voit pas en fait si, parce que la grossesse était beaucoup trop tôt, si c'était une grossesse extra-utérine ou si c'était une grossesse dans l'utérus.
les grossesses extra-utérines, il faut savoir que c'est très douloureux et que ça se remarque très, très vite par rapport à la douleur. Vous pouvez pas passer à côté de ça. Ça fait très, très, très mal et du coup, ça vous contraint d'aller consulter les urgences immédiatement. Et surtout, il faut agir très vite, voilà, pour en tout cas garder la fonctionnalité de vos trompes et que ce soit pas abîmé, en fait, tout ça. Donc il ne sait pas, il m'alerte un peu par rapport à ça, il dit que le risque est grand, que je dois revenir consulter dans 48 heures. Ce que je fais, je vois un autre médecin 48 heures après, parce que bon, il faut savoir que les gynécologues, les rendez-vous se font très, très rares et ça, voilà, on a un système qui permet quand même de traiter les urgences, donc ça, c'est cool. Je vois une deuxième médecin, mes bêta-HCG sont pas terribles, ils évoluent pas comme ils devraient, c'est-à-dire doubler toutes les 48 heures. Les bêta-HCG, ce sont les hormones de grossesse qui doivent évoluer toutes les 48 heures. Vous pouvez le vérifier avec une prise de sang. Et donc, ça n'évolue pas en doublant. Ça évolue, mais ça ne double pas. Elle me dit: «Vous êtes en train de faire une fausse couche. Je ne vois toujours pas si la grossesse est intra ou extra-utérine. Revenez dans 48 heures. Il y a du sang dans l'utérus. Je pense que vous êtes en train de faire une fausse couche». Donc déjà, premier ascenseur émotionnel en me disant: «Waouh, c'est, bon voilà, je vais refaire une fausse couche». J'en ai déjà fait une, j'ai avorté, il y a 1 an et demi déjà. C'est dur et si je dois traverser ça, OK. J'y vais dans la patience, la compréhension et beaucoup d'empathie pour moi, pour ce qui est en train de se passer dans mon corps et beaucoup d'écoute aussi de mon corps. 48 heures plus tard, je devais partir pour l'île de la Réunion parce que je travaillais sur l'île de la Réunion et je vois une médecin, 2 heures de retard, parce qu'ils me mettent un rendez-vous à 9 heures du matin en plein réunion qui était prévue, hein, staff médical. Les staffs médicaux, il faut savoir que ça dure au minimum 1 heure et demie. Donc, au bout de 2 heures de temps, j'ai un avion à prendre. Je devais partir pile poil à 11h30. La médecin prend son temps, elle va fumer, elle fait sa pause, elle parle avec ses copines, etc. Et moi, je commence à un peu m'énerver aussi, parce qu'il faut quand même un peu respecter les gens. Et OK, je rentre en consultation, je lui dis que je dois partir dans 20 minutes et que je travaille et que ça fait quand même 2 heures que je suis là. Elle s'excuse pas, elle dit qu'elle a elle dit qu'en gros, j'ai faut que j'aille voir ça avec le secrétaire. Elle a pas tort, hein. Bref, je sens que déjà il y a un gros manque de connexion avec cette médecin-là, et d'empathie. Chose qui pour moi est quand même la base du métier du soignant. Un minimum de compréhension, d'attention et d'empathie envers l'autre. Et puis, commence l'examen et là, j'ai entendu des choses que j'ai jamais entendues de ma vie. Donc déjà, elle voit que l'œuf, l'embryon, enfin l'œuf, parce qu'on voyait pas l'embryon encore, l'œuf est bien dans l'utérus. À cette annonce-là, je suis soulagée parce que finalement, elle est en train de me dire que la grossesse évolue, même si les bêta-HCG n'évoluent pas normalement, la grossesse évolue. Donc du coup, sachez-le ça aussi, même si les bêta-HCG n'évoluent pas normalement, tant que la grossesse évolue, c'est comme s'il y avait de l'espoir, d'accord? Et que ça peut encore marcher. Heu, il y a que le temps avec les grossesses qui peut dire si, le bébé va tenir ou pas, tout simplement. Et c'est tout. Les bêta-HCG sont un indicateur, mais voilà. Et là, elle continue et elle me dit: «Vous voulez le garder?» Donc je lui explique que oui et quand je vois que l'embryon l'œuf est dans l'utérus, je pleure. Je pleure de soulagement, en fait, parce que ça va faire 2 médecins que je vois, c'est la troisième et enfin, c'est bon, on a écarté la piste de la grossesse extra-utérine. Enfin, je peux me dire que je peux aller travailler, que je peux partir sur l'île de la Réunion, que c'est bon, que je vais pas souffrir dans l'avion, que je risque pas ma vie dans l'avion pour aller travailler, enfin bon, voilà.
je suis soulagée. À ce moment-là, aucun réconfort ni physique, une sorte de petite tape sur les genoux ou je sais pas moi, vu qu'elle a une main libre, hein, ou alors un mot de réconfort ou un mot de «Ah, vous êtes soulagée» ou un mot gentil. Aucun, aucun mot gentil. OK. Donc je pleure, me sens très, très seule sur ma table avec, une sonde dans mon vagin. C'est une situation quand même assez atypique et je pleure et puis au bout d'un moment, elle me dit: «Il n'y a rien de normal dans cet utérus. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu de telles images, il n'y a rien de normal, ça c'est pas normal, ces villosités-là ne sont pas normales, ce fibrome, machin». Et là je lui dis: «Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Là, moi je voulais juste savoir si, vous êtes en train de me faire un examen approfondi, qu'est-ce qui se passe? Il y a 48 heures, j'ai vu, une autre de vos collègues, elle m'a jamais dit les choses que vous êtes en train de me dire. Il y a 4 jours, j'ai vu un autre de vos collègues, il m'a jamais dit ça non plus et tous m'ont fait les mêmes échos endo-vaginales que vous êtes en train de me faire». Elle me répond, «Ben, moi, je vous le dis, il y a un problème, moi, je vous laisse pas partir, je vous laisse pas, prendre l'avion, comme ça, il y a du sang dans l'utérus». Oui, bon, ça faisait déjà 2 jours qu'il y avait du sang dans l'utérus. Bon, OK, j'avais eu aucun saignement, aucune douleur, j'avais aucun symptôme, en tout cas d'alarmant et heu et face à ça, au bout d'un moment, vu qu'elle était, sans dessus dessous face à ces images affreuses qu'elle était en train de voir à l'écran, je lui demande: «Mais attendez, est-ce que j'ai un cancer? Parce qu'au vu de comment est-ce que vous êtes en train de parler, c'est assez alarmant, je trouve». Et là, elle me fait un blabla de 30 secondes, tout ça pour me dire: «Je sais pas». «Comment ça, je sais pas?» «Oui, le placenta ne se développe pas normalement» et elle m'explique rien. Elle ne m'explique rien, tellement que j'ai l'angoisse qui commence à monter. Elle demande un deuxième avis, une autre médecin rentre et en étant infirmière, je sais très bien qu'elle rentre en n'étant pas du tout au courant. Elle a juste téléphoné en lui disant: «Tu peux venir voir les images». L'autre médecin rentre, beaucoup plus sympa, beaucoup plus empathe, beaucoup plus avenante, solaire, sympa, souriante et là, elle m'ausculte et elle est beaucoup plus douce, elle prend le temps. Elle, sur les images, il y a rien qui la choque. Oui, bon, il faut attendre l'évolution. Oui, effectivement, le placenta, on dirait qu'il évolue pas normalement, heu, et cetera et cetera. Et à elle, je lui dis: «Mais est-ce que je peux partir travailler?» Et visiblement, vu que sa collègue venait de dire non, elle pouvait pas non plus s'opposer. «Ah, c'est mieux que vous restiez quand même parce qu'il y a un peu de sang dans l'utérus. Si jamais vous faites une fausse couche, saigner dans l'avion, c'est pas terrible». Et là, je me dis: «Bon, finalement, c'est entre guillemets «juste ça». Elle est pas en train de me dire, elle, que j'ai un cancer». Et je sors de consultation et grâce à Dieu, merci, que j'ai un ami qui est gynécologue et suite à ça et j'ai pas du tout pour habitude de le solliciter en cas de question ou voilà, je vais chez mon médecin et j'embête pas les gens pour voilà, mais là, c'était pour moi un cas exceptionnel et c'était énorme et donc je lui envoie mes images, je lui envoie mon compte rendu et il m'explique. Il m'explique qu'il y a une suspicion, en fait, de grossesse molaire. Ça s'appelle comme ça. Une grossesse molaire, il y a 15 de chances effectivement que ce placenta qui se développe anormalement, puisse en fait évoluer en cancer. Hem, 15 de chances. Tout va bien. J'ai quand même 85 de chances d'aller bien et il me dit que c'est très bien soigné même si ça arrive et cetera. Et là je me dis: «Mais quand même c'est incroyable de manquer autant de tact». Et de stresser autant les gens, en fait, pour rien parce qu'il faut voir, voilà, comment ça évolue dans le temps. Puis finalement, je vais enfin consulter, j'ai enfin un rendez-vous avec mon médecin, mon gynécologue qui m'a suivie pour ma grossesse avec ma fille. Donc du coup, j'ai dû annuler, les formations que j'avais sur l'île de la Réunion. Donc ça a été tout un branle-bas de combat en étant en plus aujourd'hui, chef d'entreprise, c'est ma seule source de revenus possible donc voilà, même sur ça, aucune compréhension, aucune empathie. J'étais, pour elle, j'allais crever presque, on aurait dit, donc il fallait absolument que je reste là pour être surveillée et je vois mon gynécologue et il me redit précisément ce que me dit
mon ami gynécologue, à savoir que c'est très rare que la grossesse molaire se transforme en cancer, enfin que voilà, ça vrille en cancer, c'est rare, qu'en plus ça se soigne très bien et que, sachez-le ça aussi, les grossesses molaires, très, très souvent, les bêta-HCG sont au plafond, c'est-à-dire ces hormones-là sont au taquet, elles sont produites en excès anormalement. Là, ça serait éventuellement, et encore, c'est pas sûr, un signe d'anomalie et de grossesse molaire et voire d'évolution maligne, on va dire. Et encore, c'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pendant une semaine, le temps d'attendre en fait mon rendez-vous avec mon médecin, je me suis vue mourir. Je me suis dit que ma fille de 2 ans ne se souviendrait pas de moi, et cetera. J'ai vu mon ostéopathe. J'étais, très déprimée, très triste. L'impact des mots que ces médecins parce que quand même si on garde et en étant connecté à mon intuition, je savais que j'étais en bonne santé, mais je savais que j'allais faire une fausse couche. J'étais au contact de mon intuition, mais il faut savoir que d'un point de vue inconscient collectif, les médecins, ils ont quand même, on va dire, une autorité naturelle, un poids au niveau des paroles qu'ils prononcent. C'est un peu universel, cette énergie-là, en fait, qu'ils portent et qui ont eu un impact sur moi, clairement. Je vais voir mon ostéopathe et donc je lui raconte que mon gynéco, justement, me dit que la grossesse, en plus, évolue, que, malgré que les bêta-HCG continuent de pas augmenter normalement, il a vu enfin un embryon et j'ai vu un petit cœur battre. Alors qu'une semaine avant, on me disait presque que j'allais crever et que très probablement cette grossesse, elle irait pas à terme. Donc je vois ça et là je me dis: «La nature est quand même assez stupéfiante» et je raconte tout ça à mon ostéo. Il me dit que les chocs émotionnels, hem, cet état d'esprit négatif peut aussi avoir une influence sur la production des bêta-HCG. Pas que, évidemment, on va pas rentrer dans des généralités, mais que l'état d'esprit et le stress sur une mère, ça peut y faire beaucoup et ça, je pense que c'est physiologique parce que quand vous êtes stressé, vous produisez certaines hormones qui viennent peut-être, contrebalancer ou contrecarrer la production d'autres et cetera. Donc j'ai pris conscience de ça et puis, 1 semaine après avoir vu mon gynécologue, ce petit embryon avait le cœur qui battait, bien qu'il restait pessimiste sur l'évolution de la grossesse. Je le revois 1 semaine plus tard et là, il m'annonce que ça y est, le cœur ne bat plus et que je dois avorter, enfin faire ma fausse couche, donc il me donne les médicaments et je rentre chez moi pour faire ma fausse couche. J'étais assez préparée parce que encore une fois, comme je vous répétais, très connectée à mon intuition, je savais que j'allais bien, mais je savais que j'allais faire une fausse couche. Je savais que cet enfant, enfin en tout cas cette grossesse, elle venait m'apporter plein de messages dans ma famille, elle venait remettre en lumière plein de thématiques, elle venait revoir des projets, elle venait, mettre à plat, heu, la communication et peut-être, heu, le plaisir d'accueillir un autre enfant un peu plus tard. Et que les 2 parents soient OK pour ça et prêts pour ça. Hem, donc j'ai vu plein de belles choses grâce à cette grossesse et j'ai vu à quel point aussi nous les femmes, on est très peu connectées à notre puissance. À quel point le fait de jamais en parler, le fait de jamais savoir, on se retrouve beaucoup perdu et très, très stressé pour des choses qui clairement n'en valent pas la peine à partir du moment où on sait. La nature est vraiment bien faite. Et donc, sachez, mesdames, que si vous êtes en train de faire une fausse couche ou si vous êtes, vous subissez en tout cas une suspicion de fausse couche ou voilà, ne perdez pas espoir tant que c'est pas fait, d'accord? Tant qu'on vous dit pas que le cœur ne bat plus ou voilà. Ne perdez jamais espoir, ça c'est important. Faites-le pour votre bébé déjà. Gardez toujours la positive attitude. Écoutez votre instinct aussi.
Et ça, cette boussole intérieure, elle est là et elle vous guide. Et parfois, on y est très souvent déconnecté. Et je vous apprends, moi, à vous y reconnecter justement dans mon école. Et puis, j'ai vécu cette fausse couche-là. Et d'un point de vue très objectif, ça m'a fait mal comme des lunes, des règles, mais pas comme ma première fausse couche avant mes enfants. Là, j'avais énormément souffert. Et encore une fois, je pense que c'est au cas par cas. Chaque femme le vivra différemment parce qu'il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension de l'histoire de la femme, de comment s'est passée, voilà, l'annonce. Est-ce que c'était désiré, pas désiré? Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et qui font que je pense, l'expulsion ou de la fausse couche se fait et se vit différemment en fonction des femmes. Mais moi, ma première fausse couche, voilà, c'était très douloureux. Vraiment, je m'en rappelle, c'était vraiment très, très, très douloureux, affreux. J'étais recroquevillée au sol. J'avais trouvé qu'une seule position, recroquevillée, pour ne plus avoir mal, enfin, voilà. Mais après, mon avortement s'était très bien passé parce que j'avais cette conscience, parce que je savais comment il fallait bouger, que je laissais aller mon corps à l'instinct. Enfin, je me suis vraiment écoutée notre nature profonde, nos guides, encore une fois. Et puis, ma dernière fausse couche, là, que j'ai vécue récemment. C'est pareil, en fait, pendant 2 jours, heu, 3 jours, en fait, j'ai commencé à saigner et encore une fois, parler de sang et tout ça, c'est pas sale. Il faut vraiment enlever ça. C'est vraiment du sang sacré, du sang qui crée la vie tous les mois, qui est là. C'est beau, c'est vraiment notre pouvoir en tant que femme, c'est magnifique même. C'est le pouvoir de la vie, tout démarre de là et en fait, je savais que c'était pas fait pendant 3 jours. J'avais, des pertes comme des règles et je le sentais que c'était pas fait. Parce que je vous le dis aussi ça clairement, pour les 3 fausses couches, enfin je compte l'avortement dedans, quand ça s'en va, il y a vraiment une grosse matière qui sort de vous et qui fait la taille de la paume de votre main et là on sait que c'est fini. Pour l'avoir vécu 3 fois, voilà en tout cas mon histoire et si ça peut vous aider, comment moi, en tout cas, je l'ai vécu, c'est comme ça. Je savais que c'était fini. Après les examens, j'ai su que oui, il y avait plus rien. Donc voilà comment ça s'est manifesté pour moi. Peut-être que pour d'autres femmes, c'est séquencé, ça sort pas comme pour moi ça a sorti. Peut-être que c'est en plusieurs fois, je sais pas. Mais voilà, juste pour avoir peut-être mon retour, mettre de la lumière sur ça aussi et hem et surtout pas se retrouver seule avec ces questionnements. Et avoir des opinions de femmes qui ont vécu ça et peut-être aussi avec, mon expérience, les dires de tous les gynécologues que j'ai entendus et puis le fait que je sois infirmière. Si je peux vous aider, si je peux répondre à certaines de vos questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Ne restez pas seule en fait. La fausse couche est un deuil qu'une femme doit traverser et c'est important de vivre les émotions qui sont là et de pas les enfouir, de pas faire comme si c'était une femme sur 3 et que ça arrive, heu, de pas faire comme si on n'a jamais aimé cet enfant, on l'a jamais projeté, on s'est jamais imaginé avec lui. Ne pas faire comme s'il ne s'était rien passé parce que votre enfant, vous l'avez pas senti, vous l'avez pas porté. Ça veut rien dire parce que quand l'amour est là, on peut pas passer à côté et on peut pas faire semblant. Important de lever le voile sur ça. Et de vous exprimer, de vous faire accompagner et d'être soutenu dans ces moments-là. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, si vous traversez une passe difficile comme j'ai pu la traverser et je vous dis à très bientôt.